Bonjour les amis. Alors, nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé d'un e-book que j'ai lu là cette semaine et qui s'appelle Un rien peut tout changer de James Clear. Le sous-titre c'est Micro-action, méga impact. De minuscules changements vont transformer votre vie. La méthode révolutionnaire qui va bousculer vos habitudes. Donc de James Clear. Alors, il commence son livre avec du storytelling. Il nous parle de ce qui lui est arrivé quand il était jeune. Il jouait au baseball et puis il s'est pris une batte de baseball en pleine tête. Donc il est tombé dans le coma. Enfin bon, bref, il a failli mourir. Et donc il dit ceci: nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie. Cette blessure-là dont il parle là fait partie de moi et cette expérience m'a appris une leçon fondamentale. Des changements qui au départ paraissent minimes et dérisoires aboutiront à des résultats remarquables si vous êtes prêt à les appliquer durablement. Nous vivons tous des échecs, mais à long terme, notre qualité de vie dépend souvent de la qualité de nos habitudes. Avec les mêmes habitudes, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mais avec de meilleures habitudes, tout est possible. Ensuite, il écrit pourquoi il a écrit ce livre. En quoi ce livre peut-il vous aider? Et on passe au premier chapitre, le pouvoir surprenant des petites habitudes. Pourquoi de petits changements ont un impact énorme? Donc là, on est dans les fondamentaux. Euh, donc, effectivement, on peut faire un lien avec le livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. Si vous pouvez vous améliorer de 1% chaque jour pendant un an, vous obtiendrez 37 fois plus à la fin. À l'inverse, si votre situation empire de 1% chaque jour pendant un an, vous tomberez presque à zéro. L'accumulation de petites victoires ou de défaites mineures aboutit à un tout beaucoup plus important. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. Donc évidemment que nos habitudes peuvent se liguer contre nous ou jouer contre nous. Donc on peut soit positionner une construction positive, soit une construction négative. D'un côté le rendement, de l'autre le stress, d'un côté la connaissance, de l'autre les pensées négatives, etc. Donc toutes les grandes réussites ont des débuts modestes. Alors, oubliez les objectifs, concentrez-vous plutôt sur les moyens. Finalement, j'ai réalisé que mes résultats avaient très peu de lien avec les objectifs que je m'étais fixés, mais beaucoup avec les moyens que je mettais en place. Les objectifs sont les résultats, la différence entre objectifs et moyens. Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre. Les moyens sont les processus qui mènent à ces résultats. Donc, je répète, les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration de soi. Obtenir 1% d'amélioration chaque jour finit par compter énormément sur le long terme. Les habitudes sont une arme à double tranchant, elles peuvent fonctionner pour vous ou contre vous. Il est donc essentiel d'en comprendre chaque composante. De petits changements semblent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus importants de tout processus de construction se font souvent attendre. Vous devez être patient. Une petite habitude fait partie d'un système plus vaste. Leur répétition est constitutive de résultats spectaculaires. Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats, cessez de vous fixer des objectifs, concentrez-vous plutôt sur vos moyens. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs, vous restez à la hauteur de vos moyens. Ensuite, on passe au chapitre comment vos habitudes façonnent votre identité et inversement. Donc c'est là que je mettrai la photo qui représente une cible, on va dire,
avec trois cercles. La cercle au milieu, c'est celle de notre identité, c'est-à-dire qui je suis. Le cercle suivant, c'est le process, les procédés, c'est-à-dire ce que je fais, mes actions, mes habitudes justement, qui entraînent le troisième cercle, qui sont les résultats, c'est-à-dire mes résultats, c'est-à-dire ce que j'ai, tout ce que j'ai. Voilà. Le changement de comportement se décompose en trois étapes: un changement dans vos résultats, un changement dans vos procédés et un changement dans votre identité. Donc c'est le dessin que j'ai mis en photo. Donc avec les habitudes axées sur les résultats, l'accent est mis sur ce que vous voulez réaliser. Avec des habitudes identitaires, l'accent est mis sur ce que vous souhaitez devenir. Donc là, il prend par exemple deux personnes qui résistent à l'envie de fumer. Quand on propose une cigarette à la première personne, elle va dire non merci, j'essaye d'arrêter de fumer. Bon, ça peut sembler une réponse raisonnable, mais cette personne croit toujours être un fumeur qui tente de s'arrêter. Elle espère que son comportement changera, même si elle conserve les mêmes croyances. La deuxième personne refuse en disant non merci, je ne fume pas. C'est légèrement différent, mais cette déclaration indique un changement d'identité propre. Fumer faisait partie de sa vie passée, pas de sa vie actuelle. Elle ne s'identifie plus à un fumeur. La plupart d'entre nous n'imaginent pas qu'un changement d'identité puisse nous aider à nous améliorer. Nous adoptons un raisonnement simple. Je veux devenir mince, par exemple, comme résultat. Si je suis correctement ce régime, je vais maigrir. Ça, c'est le processus. Nous fixons des objectifs et déterminons des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs sans tenir compte de la confiance que nous plaçons dans nos actions. Nous ne changeons pas d'optique, mais nous ne réalisons pas que notre ancienne identité peut totalement saboter nos plans. Derrière chaque système d'action se cache un système de croyance. Un comportement qui ne nous correspond pas ne durera pas. Vous aimeriez avoir plus d'argent, mais si votre identité propre vous pousse à consommer plutôt qu'à créer, vous continuerez de dépenser au lieu de gagner votre vie. Vous souhaiteriez être en meilleure santé, mais vous continuez à privilégier le confort à la réussite. Vous serez plus volontiers dans votre canapé qu'à la salle de sport. Il est difficile de changer vos habitudes si vous ne changez jamais les croyances sous-jacentes qui ont conduit à votre comportement passé. Vous avez fixé un nouvel objectif et défini un nouveau plan, mais vous n'avez pas changé qui vous êtes. Alors, le processus en 2 étapes pour changer votre identité. Plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez l'identité associée à ce comportement. Chaque action que vous entreprenez est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. Je répète, chaque action que vous entreprenez est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. En réunissant tous ces éléments, vous verrez que les habitudes sont le meilleur moyen de changer votre identité. Pour changer qui vous êtes, vous devez changer ce que vous faites. Chaque fois que vous écrivez une page, vous êtes écrivain. Chaque fois que vous jouez du violon, vous êtes musicien. Chaque fois que vous commencez une séance d'entraînement, vous êtes sportif. Chaque fois que vous encouragez un collaborateur, vous êtes un leader. Chaque habitude donne non seulement des résultats, mais vous enseigne également quelque chose de beaucoup plus important, vous faire confiance. C'est un processus simple en 2 étapes. Donc, première étape, décidez du type de personne que vous souhaitez devenir. Deuxièmement, prouvez-vous que vous souhaitez devenir ce type de personne en gagnant de petites victoires. Vos habitudes façonnent votre identité et votre identité façonne vos habitudes. Le processus fonctionne dans les 2 sens. La formation de toutes les habitudes est une boucle de rétroaction, un concept qu'il approfondit un peu plus loin, mais il est important de laisser vos valeurs, vos principes et votre identité guider la boucle plutôt que vos résultats.
Vous devez toujours vous concentrer sur le type de personne que vous souhaitez devenir et non sur l'obtention d'un résultat particulier. La véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes. Tout changement d'habitude repose sur un changement d'identité, on vient de le voir. Mais la vraie question est la suivante. Devenez-vous le type de personne que vous souhaitez devenir? Donc la première étape, c'est pas quoi ou comment, mais qui. Vous devez savoir qui vous voulez être. Votre identité n'est pas figée, vous avez le choix à chaque instant. Vous pouvez choisir l'identité que vous souhaitez renforcer aujourd'hui avec les habitudes que vous choisissez dès aujourd'hui. Et cela nous amène à l'intention principale de ce livre et à la véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes. Construire de meilleures habitudes ne consiste pas à ponctuer votre journée de petites astuces vous facilitant le quotidien. Au contraire, alors les habitudes peuvent vous aider à réaliser toutes ces choses, mais fondamentalement, elles ne consistent pas à avoir quelque chose. Il ne s'agit pas de passer du fil dentaire entre les dents tous les soirs, de prendre une douche froide tous les matins ou de porter la même tenue chaque jour. Il ne s'agit pas d'afficher des signes extérieurs de réussite comme gagner plus d'argent, perdre du poids ou être moins stressé. Les habitudes peuvent vous aider à réaliser toutes ces choses, mais fondamentalement, elles ne consistent pas à avoir quelque chose. Au contraire, elles vous permettent de devenir quelqu'un d'autre. En fin de compte, vos habitudes sont importantes car elles vous aident à devenir le type de personne que vous souhaitez être. Elles vous permettent de développer les croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même. Elles vous permettent de développer les croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même. Littéralement, vous devenez vos habitudes. La vraie raison pour laquelle les habitudes importent n'est pas qu'elles peuvent vous apporter de meilleurs résultats, bien qu'elles puissent le faire, mais qu'elles peuvent changer vos croyances sur vous-même. Alors ensuite, chapitre 3, comment construire de meilleures habitudes en 4 étapes simples. Donc, il commence par expliquer pourquoi notre cerveau construit-il des habitudes. Donc les habitudes sont tout simplement des solutions fiables aux problèmes récurrents de notre environnement. La formation d'habitudes est incroyablement utile car un esprit conscient est un obstacle pour le cerveau. Il ne peut prêter attention qu'à un problème à la fois. En conséquence, notre cerveau travaille toujours à maintenir notre attention consciente et concentrée sur la tâche la plus essentielle. Chaque fois que c'est possible, le conscient renvoie des tâches à l'inconscient qui les accomplit automatiquement. C'est précisément ce qui se passe quand une habitude est mise en place. Les habitudes ne limitent pas la liberté, elles la créent. En fait, les personnes qui n'ont pas d'habitude bien établie sont souvent celles qui ont le moins de liberté. Sans bonnes habitudes financières, vous aurez toujours du mal à joindre les deux bouts. Sans bonnes habitudes de santé, vous aurez toujours l'impression de manquer d'énergie. À l'inverse, lorsque vous mettez en place des habitudes et que vos tâches quotidiennes sont bien gérées, votre esprit est libre de se concentrer sur de nouveaux défis et de faire face aux prochains problèmes qui se présenteront. Les habitudes bien ancrées au quotidien vous permettent de dégager du temps pour faire davantage de choses qui vous épanouissent. Alors, comment fonctionnent les habitudes? Donc, le processus de création d'une habitude peut être divisé en 4 étapes simples. Le déclencheur, le ou les déclencheurs, l'envie de faire quelque chose, la réponse et enfin la récompense. Donc, en décomposant ces parties, ça peut nous aider à comprendre ce qu'est une habitude, comment elle fonctionne et comment l'améliorer. Alors, si un comportement est insuffisant à l'une de ces 4 étapes, il ne deviendra pas une habitude. Éliminez le déclencheur, le ou les déclencheurs, et votre habitude ne commencera jamais. Réduisez le besoin, réduire l'envie, et vous n'éprouverez pas assez de motivation pour agir. Rendez le comportement difficile, et vous ne pourrez pas l'adopter. Et si la récompense ne satisfait pas votre désir, vous n'aurez aucune raison de le reproduire à l'avenir.
Sans les 3 premières étapes, aucun comportement ne se produira. Sans les 4, un comportement ne sera pas répété. Ça, c'est très important de comprendre ça. Tout comportement est motivé par le désir de résoudre un problème. Le problème peut se présenter sous différentes formes. Parfois, vous remarquez quelque chose de positif et vous voulez l'obtenir. Parfois, vous rencontrez une contrainte et vous souhaitez la soulager. Dans tous les cas, chaque habitude a pour objectif de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Chaque fois que vous souhaitez modifier votre comportement, vous pouvez simplement vous poser ces questions. Comment puis-je le rendre évident? Comment puis-je le rendre attrayant? Comment puis-je le rendre facile? Comment puis-je le rendre satisfaisant? Alors, première loi, la loi de l'évidence. Alors, avant de pouvoir créer efficacement de nouvelles habitudes, nous devons maîtriser nos habitudes actuelles. Cela peut être plus difficile qu'il n'y paraît, car une fois qu'une habitude est fermement ancrée dans notre vie, elle est généralement inconsciente et automatique. Si une habitude reste automatique, vous ne pouvez pas espérer l'améliorer. Car comme le dit Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Donc là maintenant, il nous parle du tableau de bord des habitudes. Donc on passe à la partie concrète. Donc il s'agit de faire la liste de toutes nos habitudes. Et une fois qu'on a établi cette liste, on examine chaque comportement et on se pose la question suivante. S'agit-il d'une bonne habitude, d'une mauvaise habitude ou d'une habitude neutre? Si c'est une bonne habitude, on met un plus à côté. Si c'est une mauvaise, un moins. Si c'est neutre, c'est égal. Donc les notes qu'on attribue à une habitude particulière dépendent effectivement de notre situation et de nos objectifs. Alors, la meilleure façon d'adopter une nouvelle habitude. Différents déclencheurs peuvent provoquer la prise d'une habitude, comme sentir la vibration du téléphone dans votre poche, sentir le parfum des cookies ou entendre des sirènes d'ambulance, etc. Mais les deux déclencheurs les plus fréquents sont le moment et l'endroit où on se trouve, le lieu. D'une manière générale, le format pour créer une intention de mise en place d'un plan est le suivant. Lorsque la situation X se présentera, j'exécuterai la réponse Y. Le principe est simple. Les personnes qui élaborent un plan spécifique précisant quand et où elles adopteront une nouvelle habitude ont plus de chances de s'y tenir. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation, alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la précision. Il n'est pas toujours évident de savoir quand et où agir. Certaines personnes passent leur vie à attendre le moment propice à une amélioration. Une fois que l'intention de mise en œuvre est définie, il n'est pas nécessaire d'attendre que l'inspiration vienne. Est-ce que j'écris un chapitre aujourd'hui ou pas? Est-ce que je médite ce matin ou à la pause déjeuner? Lorsqu'arrive le moment d'agir, il n'est pas nécessaire de prendre une décision, il suffit de suivre le plan prédéfini. Pour appliquer cette stratégie à vos habitudes, vous n'avez qu'à terminer cette phrase. Je vais, comportement, par exemple méditer ou partir, voyager, à donc là c'est le moment, par exemple ça peut être lundi, dans l'endroit où je vais le faire. Donc par exemple je vais méditer à 7 heures du matin sur mon canapé dans le chalet. Je vais méditer pendant 1 minute à 7 heures. Je vais étudier l'espagnol pendant 20 minutes à 18 heures dans ma chambre. Je vais faire du sport pendant 1 heure à 17 heures à la salle de sport. Je préparerai une tasse de thé pour mon conjoint à 8 heures dans la cuisine, etc. Si vous ne savez pas quand commencer, choisissez le premier jour de la semaine, du mois ou de l'année.
Alors ensuite, il y a la superposition d'habitudes, un moyen simple pour réorganiser vos habitudes. Une des meilleures façons de créer une nouvelle habitude consiste à identifier une habitude que vous appliquez déjà au quotidien, puis à superposer, à rajouter quoi, à superposer votre nouveau comportement sur cette habitude. Cela s'appelle la superposition d'habitude. La superposition d'habitude est une forme particulière d'intention d'agir. Plutôt que d'associer votre nouvelle habitude à un moment et un lieu particulier, vous l'associez à une habitude actuelle. Ça me fait penser à quelque chose, par exemple, je veux partir avec mon fourgon aménagé et quitter le chalet. Eh bien, à chaque fois que je vais remplir le réservoir d'eau et préparer mon fourgon pour partir, je vais partir, par exemple. Donc la formule de superposition d'habitude est la suivante. Après telle habitude actuelle, je vais nouvelle habitude. Exemple, méditation. Après m'être servi une tasse de café ou de thé, comme chaque matin, je vais méditer pendant 1 heure. Faire du sport. Après avoir enlevé mes chaussures de ville, je vais immédiatement enfiler ma tenue de sport. Gratitude. Après m'être mis à table pour le dîner, je vais dire une chose qui m'est arrivée aujourd'hui et pour laquelle je suis reconnaissant. Couple, une fois au lit, je donnerai un baiser à mon conjoint. Sécurité, après avoir mis mes chaussures de jogging, je vais envoyer un SMS à un ami pour lui indiquer où je vais courir et combien de temps cela prendra. Le secret, c'est de lier le comportement souhaité à une action que vous effectuez déjà chaque jour. Alors ensuite, il a un petit chapitre sur la motivation. La motivation est surestimée alors que l'environnement est souvent plus important. Donc l'environnement est la main invisible qui façonne le comportement humain. Ainsi, le type de changement le plus courant n'est pas interne, mais externe. Nous sommes modifiés par le monde qui nous entoure. Ça, c'est d'ailleurs le théorème du mitchurinisme. Mitchurin était un podologue russe et il disait que le sol est plus influencé par le milieu naturel que par son origine, la roche-mère. Donc, le comportement est une fonction de la personne dans son environnement. C'est l'équation de Lewin. B égale F que multiplie P, E entre parenthèses. Il faudra que j'y revienne sur ça. La vérité cependant est que bon nombre des actions que nous entreprenons chaque jour ne sont pas influencées par nos choix, mais par l'option la plus évidente qui s'offre à nous. Je répète, la vérité est que le nombre des actions que nous entreprenons chaque jour ne sont pas influencées par nos choix, mais par l'option la plus évidente qui s'offre à nous. Étant donné que nous dépendons davantage de la vision, ah oui alors, il faut savoir que la plus puissante de toutes les capacités sensorielles humaines, c'est la vision. Le corps humain possède environ 11 millions de récepteurs sensoriels. Environ 10 millions d'entre eux sont consacrés à la vue. Ouf. Certains experts estiment que la moitié des ressources du cerveau est utilisée par la vue. Étant donné que nous dépendons davantage de la vision que de tout autre sens, il ne faut pas s'étonner que les signaux visuels soient les plus grands catalyseurs de notre comportement. C'est la raison pour laquelle un petit changement dans ce que vous voyez peut entraîner un grand changement dans ce que vous faites. En conséquence, vous pouvez imaginer à quel point il est important de vivre et de travailler dans des environnements remplis de déclencheurs productifs et dépourvus de déclencheurs improductifs. Heureusement, il y a une bonne nouvelle sur ce point, vous n'êtes pas obligé d'être victime de votre environnement, vous pouvez aussi en être l'architecte. Alors, comment concevoir votre environnement de réussite? Lorsque les indices qui déclenchent une habitude sont subtils ou cachés, ils sont faciles à ignorer. En comparaison, la création d'indices visuels évidents peut attirer votre attention sur l'habitude souhaitée. Si vous voulez que l'habitude occupe une grande place dans votre vie, liez des déclencheurs aux éléments familiers de votre environnement.
La conception de l'environnement a un impact considérable parce qu'elle influence la manière dont nous évoluons dans le monde et parce que nous l'aménageons rarement nous-mêmes. La plupart des gens vivent dans un monde que les autres ont conçu pour eux, mais vous pouvez modifier vos espaces de vie et tout faire pour augmenter votre exposition aux déclencheurs positifs et réduire votre exposition aux déclencheurs négatifs. L'aménagement de votre environnement vous permet de reprendre le contrôle et de devenir l'architecte de votre vie. Soyez le bâtisseur de votre monde et pas seulement son consommateur. Le contexte, donc, est déclencheur. Notre comportement n'est pas défini par les objets de l'environnement, mais par notre relation à eux. En fait, c'est un moyen utile de réfléchir à l'influence de l'environnement sur votre comportement. Arrêtez de penser à votre environnement comme à un lieu rempli d'objets. Pensez plutôt à un lieu rempli de relations. Pensez à la manière dont vous interagissez avec les espaces autour de vous. L'importance du contexte révèle également une stratégie importante. Il est plus facile de changer les habitudes dans un nouvel environnement. Cela aide à échapper aux déclencheurs et signaux subtils qui vous poussent vers vos habitudes actuelles. Allez à un nouvel endroit, un café différent, un banc dans le parc, un coin de la pièce que vous utilisez rarement, et créez-y une nouvelle routine. Donc, il trouve un mantra particulièrement utile, c'est celui-ci, un espace, une utilisation. Si vous voulez des comportements stables et prévisibles, vous avez besoin d'un environnement stable et prévisible. Un environnement stable où tout a sa place et un but propre est un environnement où les habitudes peuvent facilement se mettre en place. Alors on passe à un chapitre sur les secrets de la maîtrise de soi. Les personnes qui ont la meilleure maîtrise de soi sont généralement celles qui ont le moins besoin de l'utiliser. Il est plus facile de faire preuve de retenue lorsque vous n'avez pas à l'utiliser très souvent. Donc oui, la persévérance, la détermination et la volonté sont essentielles au succès. Mais le moyen d'améliorer ces qualités ne consiste pas à souhaiter être une personne plus disciplinée, mais à créer un environnement plus discipliné. Les mauvaises habitudes sont autocatalytiques. Le processus s'auto-alimente. Elles favorisent les sentiments qu'elles essayent d'endormir. Vous vous sentez mal, alors vous mangez des cochonneries. Et quand on mange des cochonneries, on se sent mal. Si vous regardez la télévision, vous vous sentez fatigué. Vous regardez donc davantage de programmes télévisés parce que vous n'avez pas l'énergie pour faire autre chose. Si vous vous inquiétez pour votre santé, vous vous sentez anxieux, ce qui vous oblige à fumer pour atténuer votre anxiété, ce qui aggrave encore votre état de santé et vous rend encore plus anxieux. C'est une spirale infernale, un cercle vicieux de mauvaises habitudes. Ainsi, le simple fait de résister à la tentation est une stratégie inefficace. Il est difficile de conserver une attitude zen dans une vie remplie de facteurs perturbants. Cela prend trop d'énergie. À court terme, vous pouvez choisir de vaincre la tentation. À long terme, nous devenons un produit de l'environnement dans lequel nous vivons. En toute honnêteté, je n'ai jamais vu quelqu'un adopter systématiquement des habitudes positives dans un environnement négatif. Une approche plus fiable consiste à supprimer les mauvaises habitudes à la source. L'un des moyens les plus pratiques d'éliminer une mauvaise habitude consiste à réduire l'exposition aux déclencheurs qui la provoquent. Si vous n'arrivez pas à travailler, laissez votre téléphone dans une autre pièce pendant quelques heures. Si vous avez toujours l'impression de ne pas être assez doué, arrêtez de suivre les comptes de réseaux sociaux qui déclenchent la jalousie et l'envie. Si vous perdez trop de temps à regarder la télévision, sortez le téléviseur de la chambre à coucher. Si vous dépensez trop d'argent en appareils électroniques, arrêtez de lire les comparatifs des derniers équipements technologiques. Si vous jouez trop à des jeux vidéo, débranchez la console et rangez-la dans un placard après utilisation. Cette pratique est une inversion de la première loi du changement, celle de l'évidence. Plutôt que de le rendre évident, vous pouvez le rendre invisible. Je suis souvent surpris par l'efficacité des changements simples comme ceci. Le fait de supprimer un seul déclencheur fait bien souvent disparaître l'habitude. La maîtrise de soi est une stratégie à court terme et non à long terme.
Vous pourrez peut-être résister à la tentation une ou deux fois, mais il est peu probable que vous puissiez faire preuve de la volonté nécessaire pour passer outre vos désirs à chaque fois. Plutôt que de faire appel à votre volonté dès que vous voulez agir correctement, dépensez plutôt votre énergie à optimiser votre environnement. C'est le secret de la maîtrise de soi. Faites en sorte que les déclencheurs de vos bonnes habitudes soient évidents et que les déclencheurs de vos mauvaises habitudes soient invisibles. La deuxième loi, c'est la loi de l'attractivité. Comment rendre une habitude irrésistible? Alors, les habitudes sont une boucle d'action dépendant de la dopamine. C'est l'attente d'une récompense et non l'accomplissement qui nous pousse à agir. Nous devons rendre nos habitudes attractives car c'est l'attente d'une expérience enrichissante qui nous motive à agir. C'est là qu'entre en jeu la stratégie qu'on appelle le regroupement de tentations. Comment utiliser le regroupement de tentations pour rendre vos habitudes plus attractives? Le regroupement de tentations fonctionne en liant une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Des comportements plus probables renforceront des comportements moins probables. En d'autres termes, si vous ne voulez pas vraiment traiter vos messages en retard, vous vous conditionnerez à le faire si vous pouvez vous accorder quelque chose que vous voulez vraiment faire en cours de route ou par la suite. Vous pouvez même associer le regroupement de tentations à la stratégie de la superposition d'habitudes qu'on a vu avant, pour créer un ensemble de règles permettant de guider votre comportement. Alors la formule ça donne ça, la formule superposition d'habitudes plus regroupement de tentations. Après telle habitude actuelle, je vais une habitude dont j'ai besoin. Après telle habitude dont j'ai besoin, je vais telle habitude actuelle. Donc, si par exemple vous voulez lire les informations mais que vous avez besoin d'exprimer plus de gratitude, après avoir pris mon café du matin, je dirai une chose qui est arrivée hier et dont je suis reconnaissant. Ça, c'est le besoin. Après avoir dit une chose pour laquelle je suis reconnaissant, je vais lire les informations, le souhait. Donc, on associe euh, une habitude qu'on veut faire à une habitude qu'on doit faire. Voilà. Si vous souhaitez regarder un programme sportif, par exemple, mais que vous devez téléphoner à des clients, après mon retour de la pause déjeuner, j'appellerai 3 clients potentiels. Ça, c'est le besoin d'appeler les gens. Après avoir appelé 3 clients potentiels, je regarderai telle émission. C'est le souhait. Le programme sportif. Etc. Faire ce que vous devez faire signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Voilà, je répète, faire ce que vous devez faire signifie que vous pouvez faire ce que vous voulez faire, puisqu'on associe deux habitudes. Par exemple, pour ce qui me concerne, je dois aller à cette réunion de famille, enfin en tout cas je me sens un peu dans cette obligation, je me dois d'y aller, et du coup, ça signifie que je peux faire ce rendez-vous que je veux faire en y allant. Le rôle des proches dans la mise en place des habitudes, c'est un autre chapitre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Alors ensuite, quelles sont les causes des mauvaises habitudes? Le même déclencheur peut provoquer une bonne ou une mauvaise habitude en fonction de votre prévision. La cause de vos habitudes est en fait la prévision qui les précède. Vous détectez les déclencheurs en permanence, mais ce n'est que lorsque vous prévoyez
que vous serez mieux dans un état différent que vous agissez. Une envie est un sentiment de manque. C'est le désir de changer votre état interne. Lorsque la température baisse, il y a une marge entre ce que votre corps ressent sur le moment et ce qu'il veut ressentir. Cette marge entre votre état actuel et votre état souhaité vous fournit une raison d'agir. Le désir est la différence entre ce que vous êtes maintenant et ce que vous voulez être dans le futur. Nos sentiments et nos émotions nous indiquent si nous devons rester dans notre état actuel ou apporter un changement. Ils nous aident à décider de la meilleure conduite à suivre. Les habitudes sont attractives lorsque nous les associons à des sentiments positifs. Utilisons ce raisonnement à notre avantage. Comment reprogrammer votre cerveau pour qu'il apprécie les habitudes fastidieuses? Vous pouvez rendre les habitudes fastidieuses plus attrayantes si vous apprenez à les associer à une expérience positive. Il suffit parfois de voir les choses autrement. Par exemple, nous évoquons souvent tout ce que nous devons faire chaque jour. Vous devez vous lever tôt pour aller au travail, vous devez passer des coups de téléphone pour prospecter des clients, vous devez préparer le dîner pour votre famille, etc. Maintenant, imaginez que vous changiez juste un mot. Vous ne devez pas le faire, vous le faites tout simplement. En changeant simplement un mot, vous modifiez votre point de vue sur chaque événement. Vous ne voyez plus ces événements comme des corvées, mais comme des choses que vous faites naturellement. Redéfinir vos habitudes pour mettre en évidence leurs avantages plutôt que leurs inconvénients est un moyen rapide et libérateur de changer d'état d'esprit et de rendre une habitude plus attrayante. Prenons l'exemple de faire du sport. Des personnes associent le fait de faire du sport à une tâche difficile qui demande de l'énergie et vous épuise. Vous pouvez tout aussi bien y voir un moyen de développer vos compétences et de vous améliorer. Au lieu de vous dire « je dois aller courir le matin », dites-vous « c'est le moment d'aller courir et d'améliorer mes performances ». C'est le moment d'aller à la réunion de famille, par exemple, pour ce qui me concerne. Finance, on associe bien souvent le fait d'économiser de l'argent à un sacrifice. Mais vous pouvez totalement inverser cette idée si vous vous rendez compte d'une évidence simple. Vivre au-dessus de vos moyens actuels augmente vos moyens futurs. L'argent que vous épargnez ce mois-ci augmente votre pouvoir d'achat pour le mois suivant. Un autre exemple pour la méditation, par exemple. Quiconque a essayé la méditation pendant plus de 3 secondes sait à quel point il peut être frustrant de se voir rapidement envahir par une distraction. Vous pouvez transformer la frustration en plaisir lorsque vous réalisez que chaque interruption vous donne une chance de vous entraîner à reprendre votre souffle. La distraction est une bonne chose car vous avez besoin de distraction pour pratiquer la méditation. Par exemple, pour ce qui concerne le stress avant un événement, vous pouvez transformer « je suis nerveux » en « je suis motivé et je vais avoir une montée d'adrénaline pour m'aider à me concentrer sur ce que je dois faire ». Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez créer un rituel de motivation. Vous vous entraînez simplement à associer vos habitudes à quelque chose que vous appréciez. Vous pouvez ensuite utiliser ce déclencheur lorsque vous avez besoin d'un peu de motivation. Vous pouvez adapter cette stratégie à quasiment tous vos objectifs. Dites-vous simplement que vous souhaitez vous sentir plus heureux d'une manière générale. Trouvez quelque chose qui vous rend vraiment heureux, comme caresser votre chien ou prendre un bain moussant, puis créez une petite routine que vous effectuez à chaque fois avant de faire la chose que vous aimez. Par exemple, prenez 3 profondes inspirations et souriez. Prendre 3 profondes inspirations, sourire, caresser le chien, répétez le processus. Vous finirez par associer cette routine, respirer et sourire, à un état de bonne humeur. Elle deviendra un élément déclencheur pour vous sentir heureux. Alors la troisième loi, c'est la loi de la facilité. Nous sommes tellement concentrés sur la meilleure approche à adopter que nous n'agissons jamais. En revanche, l'action est le type de comportement qui produira un résultat. Si le mouvement ne donne pas de résultat, pourquoi le faisons-nous? Parfois, nous le faisons parce que nous devons planifier ou en apprendre davantage sur un sujet. Mais le plus souvent,
Nous le faisons parce que le mouvement nous permet de sentir que nous progressons sans courir le risque d'un échec. Nous sommes pour la plupart experts en esquive des critiques. Nous supportons difficilement d'échouer ou d'être jugés publiquement. Nous avons donc tendance à éviter les situations où cela pourrait se produire. Et c'est la principale raison pour laquelle vous vous mettez en mouvement plutôt que de passer à l'action. Vous voulez retarder l'échec. Le mouvement vous donne l'impression de faire avancer les choses, mais en réalité vous vous préparez à faire quelque chose. Lorsque la préparation devient une forme de procrastination, vous devez changer quelque chose. Vous ne devez pas simplement planifier, vous devez mettre en pratique. Si vous voulez maîtriser une habitude, la clé est de commencer par la répétition et non par la perfection. Vous n'avez pas besoin de définir toutes les caractéristiques d'une nouvelle habitude, vous avez juste besoin de la mettre en pratique. C'est la première version de la troisième loi, la répétition. Combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude? Plus vous répétez une action, plus la structure de votre cerveau se modifie pour devenir de plus en plus efficace dans cette activité. Alors combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude? Combien de répétitions faut-il pour créer une nouvelle habitude? Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous mettez en pratique votre comportement. Vos habitudes actuelles ont été intériorisées au cours de centaines, voire de milliers de répétitions. Les nouvelles habitudes exigent le même niveau de fréquence. Vous devez enchaîner suffisamment de tentatives réussies jusqu'à ce que le comportement soit bien ancré dans votre esprit et que vous franchissiez la ligne de l'habitude. Donc pour créer une habitude, vous devez la mettre en pratique. Alors il y a un chapitre sur la loi du moindre effort. Si vous pouvez rendre vos bonnes habitudes plus pratiques, vous aurez plus de chances de les suivre. L'idée, c'est de faciliter au maximum les choses qui sont bénéfiques à long terme. Comment obtenir plus en déployant moins d'efforts? Donc d'un autre côté, rendre vos habitudes simples et faciles revient à enlever le coude du tuyau. L'un des moyens les plus efficaces de réduire les difficultés liées à vos habitudes est de mettre en place la technique du réaménagement de l'environnement dont on a déjà parlé un peu plus haut. Les habitudes sont plus faciles à construire quand elles s'intègrent dans le cours de votre vie. De même, lorsque nous éliminons les obstacles qui nous font perdre du temps et de l'énergie, nous pouvons obtenir plus avec moins d'efforts. C'est l'une des raisons pour lesquelles mettre les choses en ordre peut être bénéfique. Nous avançons simultanément et allégeons la charge cognitive que notre environnement nous impose. L'idée est de créer un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est juste. La mise en place de meilleures habitudes repose en grande partie sur la recherche de moyens permettant de limiter les difficultés liées à nos bonnes habitudes et d'augmenter celles associées à nos mauvaises habitudes. Je répète, l'idée est de créer un environnement où il est aussi facile que possible de faire ce qui est juste. La mise en place de meilleures habitudes repose en grande partie sur la recherche de moyens permettant de limiter les difficultés liées à nos bonnes habitudes et d'augmenter celles associées à nos mauvaises habitudes. Donc, préparer l'environnement pour une utilisation future. Il existe de nombreuses façons d'améliorer votre environnement afin qu'il soit prêt pour une utilisation immédiate. Si vous souhaitez préparer un petit déjeuner équilibré, la veille au soir, placez la poêle sur la cuisinière, posez vos ingrédients sur le comptoir et disposez les assiettes et les ustensiles dont vous aurez besoin. À votre réveil, ce sera facile de préparer le petit déjeuner. Vous souhaitez faire du sport? Préparez votre tenue, vos chaussures, votre sac de sport et votre bouteille d'eau à l'avance. Vous souhaitez améliorer votre régime alimentaire? Découpez une tonne de fruits et de légumes le week-end. Alors une tonne, c'est une image. Et mettez-les dans les contenants pour vous permettre d'accéder facilement à des plats sains et prêts à manger pendant la semaine. Donc ce sont des moyens simples de suivre facilement de bonnes habitudes. Vous pouvez également inverser ce principe et préparer l'environnement de telle façon que les mauvais comportements y seront plus difficiles. Comment pouvons-nous concevoir un monde dans lequel il est facile de faire ce qui est juste? Restructurez votre vie de façon que les actions qui comptent le plus soient également les plus faciles à appliquer.
Cessez de procrastiner en adoptant la règle des 2 minutes. Ça, c'est un nouveau chapitre, un nouveau petit chapitre. La règle des 2 minutes. Nous sommes limités par la portée de nos habitudes. Il est donc important de maîtriser les instants décisifs de notre journée. Chaque journée est composée de plusieurs moments, mais ce sont en fait quelques choix habituels qui déterminent le chemin que vous prenez. Ces petits choix s'accumulent, chacun définissant la trajectoire de votre moment suivant. Les habitudes sont le point d'entrée, pas le point final. Elles représentent le vestiaire, pas la salle de sport. Donc la règle des 2 minutes, lorsque vous créez une nouvelle habitude, ce processus doit durer moins de 2 minutes. Les actions qui suivent peuvent être difficiles, mais les 2 premières minutes doivent être faciles. Ce que vous voulez, c'est une habitude passerelle qui vous conduise naturellement sur un chemin plus productif. On s'imagine bien souvent qu'il est étrange de s'amuser à lire une page, à méditer 1 minute ou à appeler un client potentiel. Mais le but n'est pas de faire une chose. Le but est de maîtriser l'habitude de manifester sa bonne volonté. Une habitude doit être établie avant de pouvoir être améliorée. Une fois que vous maîtrisez l'art de manifester votre bonne volonté, les 2 premières minutes deviendront simplement un rituel au début d'une routine plus vaste. Ce n'est pas simplement une astuce pour rendre les habitudes plus faciles, mais c'est en fait le moyen idéal pour maîtriser une compétence difficile. Plus vous ritualisez le début d'un processus, plus vous avez de chances de passer à l'état de concentration nécessaire pour accomplir de grandes choses. Des stratégies comme celle-ci fonctionnent également pour une autre raison. Elles renforcent l'identité que vous souhaitez construire. Si vous allez à la salle de sport 5 jours de suite, même si vous n'y restez que 2 minutes, vous allez commencer à changer votre identité. Vous êtes motivé pour être en forme. Vous êtes déterminé à devenir le genre de personne qui ne rate aucun entraînement à la salle. Vous appliquez l'action la plus infime qui confirme le type de personne que vous souhaitez devenir. Il est toujours préférable de faire moins que ce que vous espériez que de ne rien faire du tout. Rendez les bonnes habitudes inévitables et les mauvaises habitudes impossibles. Parfois, le succès consiste moins à faciliter les bonnes habitudes qu'à rendre difficiles les mauvaises habitudes. La meilleure façon de briser une mauvaise habitude est de la rendre inapplicable. Augmentez les contraintes jusqu'à ce que vous n'ayez même plus la possibilité d'agir. Alors, 4e et dernière loi, la loi de la satisfaction. La règle fondamentale du changement de comportement. Nous sommes plus susceptibles de répéter un comportement lorsque l'expérience a été satisfaisante. C'est une évidence. Ce qui est valorisé est répété. Ce qui est sanctionné est évité. Vos actions futures dépendant des actions passées pour lesquelles vous avez été valorisé ou sanctionné. Les émotions positives cultivent les habitudes. Non, en fait, c'est plutôt ça. Vos actions futures dépendent des actions passées pour lesquelles vous avez été ou valorisé ou sanctionné. Les émotions positives cultivent les habitudes, les émotions négatives les détruisent. Donc, les 3 premières lois du changement, évidence, attractivité, facilité, augmentent les chances qu'un comportement soit appliqué. La 4e loi du changement, dont on parle maintenant, la satisfaction, augmente les chances qu'un comportement soit répété une prochaine fois. Cette loi de la satisfaction clôture la boucle de l'habitude. Mais il y a un truc. Nous ne cherchons pas n'importe quel type de satisfaction. Nous recherchons une satisfaction immédiate. Donc, le décalage entre les récompenses immédiates est différé. Chaque habitude produit de multiples résultats dans le temps. Malheureusement, ces résultats sont souvent décalés. Avec nos mauvaises habitudes, le résultat immédiat est généralement bon. Mais le résultat final est mauvais. Avec de bonnes habitudes, c'est l'inverse. Le résultat immédiat est désagréable, mais le résultat final est agréable. En d'autres termes, le coût de vos bonnes habitudes est dans le présent, le coût de vos mauvaises habitudes est dans le futur.
Nous voulons tous un avenir meilleur. Toutefois, lorsque le moment de la décision arrive, la gratification instantanée gagne généralement. Vous ne faites plus de choix pour votre moi futur qui rêve d'être en meilleure forme, plus riche ou plus heureux. Vous faites des choix pour votre moi actuel qui veut être rassasié, choyé et diverti. En règle générale, plus l'action vous procure un plaisir immédiat, plus vous devriez vous demander si elle est conforme à vos objectifs à long terme. Très important ça. Notre préférence pour la gratification instantanée révèle une vérité importante sur le succès. Notre constitution nous incite à chercher des satisfactions rapides. Nous privilégions beaucoup moins les processus qui génèrent une gratification différée. Mais si vous êtes prêt à attendre pour recevoir des récompenses, vous ferez face à moins de concurrence et obtiendrez souvent un gain plus important. À un moment donné, pour réussir, quel que soit le domaine, vous devez ignorer une récompense immédiate à la faveur d'une récompense différée. Heureusement, il existe des techniques qui aident à différer la gratification. Il vous suffit d'ajouter une petite touche de plaisir aux habitudes qui vous rapportent à long terme et une petite touche de contrainte aux habitudes qui ne vous rapportent rien. Comment tourner la gratification instantanée à votre avantage? Pour réussir, il est essentiel de se sentir bien, quelle que soit la méthode employée. Le sentiment de réussite est un signe que votre habitude a porté ses fruits et que le travail en valait la peine. Au début, tout est sacrifice. Au début, vous avez besoin d'une raison pour continuer sur cette voie. Voilà pourquoi les récompenses immédiates sont essentielles. Elles vous maintiennent motivé, alors que les récompenses différées s'accumulent en arrière-plan. Vous voulez que la fin de votre habitude soit satisfaisante. La meilleure approche consiste à utiliser le renforcement. Le renforcement lie votre habitude à une récompense immédiate, ce qui la rend satisfaisante lorsque vous avez terminé. Un renforcement immédiat peut être particulièrement utile pour gérer les habitudes d'évitement, qui sont des comportements que vous souhaitez arrêter. Une des solutions possibles consiste à retourner la situation. Vous voulez rendre l'évitement visible. Ouvrez un compte d'épargne et nommez-le comme bon vous semble, par exemple veste en cuir. Chaque fois que vous évitez un achat, mettez la somme d'argent correspondante sur ce compte. C'est comme si vous aviez créé un programme de fidélité pour vous-même. Finalement, lorsque les récompenses intrinsèques telles qu'une meilleure humeur, plus d'énergie et une réduction du stress entrent en jeu, vous êtes moins préoccupé par la recherche de la récompense secondaire. L'identité elle-même devient l'élément renforçant. Donc, pour résumer, pour rester fidèle à une habitude, vous devez avoir le sentiment de réussir immédiatement, même si la réussite est infime. Bien, je passe quelques chapitres où j'ai pas noté de choses très très importantes, mais qui sont quand même utiles à lire. Et pour en arriver à la conclusion. Les mauvaises habitudes se répètent encore et encore, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous employez le mauvais système pour changer. Pour obtenir des résultats sur la durée, le secret est de ne jamais cesser d'apporter des améliorations. Vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez construire si vous apportez des améliorations continuellement. Vous n'imaginez même pas l'entreprise que vous pouvez développer si vous travaillez continuellement. Vous n'imaginez même pas le corps que vous pouvez avoir si vous vous entraînez continuellement. Vous n'imaginez pas le volume de connaissances que vous pouvez cumuler si vous n'arrêtez pas d'apprendre. Vous n'imaginez pas la fortune que vous pouvez amasser si vous épargnez continuellement. Vous n'imaginez pas les amitiés que vous pouvez nouer si vous faites continuellement preuve de bienveillance. Voilà, merci les amis. J'espère que ça vous a plu et que vous pouvez utiliser pas mal de stratégies qui sont décrites dans ce livre. À la prochaine!